Bonjour Imagine, je suis ravie d'être là et donc, je vais me présenter. Je suis Hélène Milsan, j'ai 36 ans et je travaille dans l'éducation. Donc je travaille dans l'éducation depuis, j'ai envie de dire toujours, je suis née dans la marmite puisque moi j'ai une famille d'enseignants, instit, professeurs, inspecteurs et donc j'ai toujours traîné dans les écoles mais surtout j'aime ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont été de près ou de loin dans les écoles et c'est pas forcément ce qu'ils aiment. Et donc moi j'œuvre auprès des enfants mais surtout en ce moment des adolescents, des enseignants et des parents pour essayer de ramener un peu de sens dans ces endroits qui donnent plus tant envie que ça d'apprendre. Et donc voilà, je travaille essentiellement avec les jeunes et je passe aussi du temps pour écrire, pour transmettre auprès des adultes mais aussi auprès des enfants. Du coup, l'éducation pour moi, elle est centrale, cette thématique-là. Il y a quelqu'un qui disait l'éducation sera l'arme la plus importante pour changer le monde. Et pour moi, c'est évident, mais en fait, ça ne se passe pas que sur les bancs de l'école. Je me suis dit, quand je me suis posé la question, je me suis dit, je sais ce qu'il faut que je fasse dans la vie, il faut que je travaille avec les enfants, mais je ne savais pas comment, ni de quelle manière, ni où. Et mon envie, c'était de ramener de la joie au quotidien avec ces jeunes. Je ne savais juste pas comment le faire et ça s'est construit au fur et à mesure. Donc cette éducation, cette thématique, elle est centrale et j'ai gravité autour pour essayer de voir en fonction des demandes, en fonction des endroits, comment je pouvais me faire plaisir, transmettre en fonction de qui j'étais. Et je pense que c'est peut-être le problème aujourd'hui des métiers, c'est qu'on s'enferme dans une fonction en oubliant qui on est déjà. Je pense qu'il faut partir de nous et de ce qu'on aime. Si on est enseignant mais qu'on sait danser, pourquoi pas enseigner la danse aussi. Si on est cuisinier mais qu'on aime chanter, pourquoi pas servir des plats en chantant. C'est vraiment cette thématique-là qui est mon terreau, mais j'ai envie d'en faire aussi à ma sauce en fait, de la réinventer, cette éducation. Du coup, cette envie, j'ai une envie, moi, d'œuvrer auprès des enfants, c'était une évidence de pouvoir transmettre, mais surtout, je crois qu'il y a toujours eu cette idée de jeu. Moi, j'ai pas envie de travailler, je veux m'amuser. Et alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord parce que j'aime bien le redire quand même que c'est un travail que de travailler avec les enfants. Parce que maintenant, plus personne ne paye les enseignants parce que les enfants, c'est rigolo. J'aime bien rappeler que c'est une mission, c'est un travail et que ça peut être coûtant pour physiquement et mentalement et que ça demande de l'endurance. Mais moi, c'est vraiment ce qui me procure de la joie, du rire et je m'amuse au quotidien. Et travailler avec les enfants et les adolescents, ça a été pour moi aussi apprendre à me connaître et à me construire parce que l'enfant nous ramène aussi à qui on était nous, à leur âge. Ils nous font travailler sur nous parce qu'ils osent aussi nous renvoyer à... Les enfants, c'est impulsif et du coup, ils ne vont pas hésiter à nous ramener parfois à nos défauts, à qui on est. Et donc, je crois que j'aime bien ce diamant brut qu'ils sont et qui me ramène. Moi, je dis souvent parce que finalement, j'ai aussi beaucoup enseigné et transmis aux enseignants, on travaille avec de la matière vivante. Je ne travaille pas avec des montres en plastique, je travaille avec des enfants, avec des adolescents et du coup, parfois, j'arrive avec une super idée et ça n'a pas marché. Et je crois que c'est ça que j'aime aussi, le défi de comment je vais réinventer au quotidien ce que j'avais en tête, mais en fonction de c'est ceux-là là, qui sont devant moi, en fonction de leurs émotions, en fonction de leurs envies, etc. Donc, il y a une envie presque qui me dépasse et qui est je sais que je suis bonne à ça et que je fais du bien en le faisant, mais surtout j'apprends en fait. C'est une question que les jeunes ils me demandaient, mais madame, ça vous sert à quoi? Je crois que je grandis avec eux et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ces métiers-là. Que je réinvente, il n'y a pas une manière, je pense, d'œuvrer auprès des enfants, mais je crois que c'est parce qu'avant tout, ça me donne du sens et que ça me fait grandir. Moi, donc je suis intervenue dans les écoles longtemps pour faire des ateliers philo, pour parler des CPS, donc les compétences psychosociales, des conférences sur la confiance en soi, les émotions, sur les relations affectives et sexuelles. Et j'ai aussi formé les enseignants à tout ça. Et en parallèle de ça, je me suis dit, ouais, mais Hélène, il y a des choses que tu as envie de faire en dehors des classes. Et tu as envie d'inventer aussi d'autres programmes scolaires, d'autres manières d'enseigner. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé une école en ligne qui s'appelle l'École du Nouveau Monde, où là, par exemple, en ce moment, avec les enfants, elle est essentiellement en ligne, cette école. On se retrouve pour écrire un livre, une encyclopédie abracadabrante, où on va mettre nos talents en commun, nos visions en échange. J'essaye aussi de leur transmettre un peu d'anglais, de les rassembler autour de fêtes, etc. Donc ça, c'est vraiment une école
un petit peu à part où je m'amuse avec des thématiques qui, moi, me sont chères, l'écriture, la créativité, le corps et autres. Mais au quotidien, je suis aussi beaucoup dans les classes, que ce soit les écoles primaires, mais aussi les collèges et lycées. Et j'ai parcouru la France. Et je crois que c'est une des choses que j'aime. J'ai aimé multiplier les endroits pour comparer aussi ce qui se fait, mais aussi la réalité éducative. En France, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de dire, voilà, c'est ça. En fonction des collèges, en fonction des lycées, en fonction des âges, je n'ai pas du tout constaté les mêmes choses. Et aujourd'hui, je crois que moi, pour m'épanouir dans mon quotidien, j'ai besoin d'une multiplicité d'actions et d'interventions. Donc, j'ai différentes tranches d'âge auprès de qui j'œuvre. J'ai adoré transmettre aux enseignants et je me rends compte à quel point c'est important aussi de transmettre aux parents. Mais aussi, j'aime bien le faire à ma sauce, un peu dans un coin un peu plus privé où j'ai des jeunes, des enfants que je suis toute l'année et avec qui on peut construire quelque chose. Parce que c'est vrai que quand j'interviens dans les collèges et lycées, je les vois une fois, puis je pars. Donc, ce n'est pas les mêmes choses et je crois que c'est ce qui me comble, c'est d'avoir différentes manières d'œuvrer. Parfois, on est 150 et je suis lessivée au bout d'une heure et parfois on est 5 et on va échanger autour de choses peut-être un peu plus qualitatives et c'est très bien aussi. Je crois qu'il existe une école idéale, mais qu'on tient tous une pièce du puzzle et que tant qu'on ne s'est pas rassemblés, on n'est pas réussi à la créer. C'est-à-dire que je ne peux pas dire l'école idéale, ça sera ça, parce que j'ai forcément mon prisme de Hélène, avec son histoire, avec la manière dont elle a habité. Donc moi, j'ai grandi à Paris, j'ai une vision quand même. J'ai beau dire, j'ai beau avoir vu plein d'écoles dans le monde et en France, j'ai quand même mon petit vécu. Oui, il existe une école idéale, par contre, peut-être qu'il est encore trop tôt pour la construire et pour ça, il faut apprendre à déconstruire et reconstruire. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait des écoles alternatives, qu'on teste aussi d'autres pédagogies. Je conseillerais juste de ne pas oublier que ce qui est fait dans le public, ce qui est fait dans le privé devrait être complémentaire et de ne pas s'opposer parce qu'en fait, les enfants aussi sont multiples et ont des besoins multiples. Aujourd'hui, on parle de l'école en forêt, on parle de pédagogie intéressante. Il y a des endroits où il y a le matériel pour, où il y a des forêts, ou en ville peut-être moins, mais comment on s'inspire et comment on essaye d'innover chacun de notre manière. Je connais des instituts dans le public qui font des choses incroyables, des professeurs, des enseignants qui essayent d'innover, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc l'école idéale, elle existe à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut maintenant, c'est voir comment on la met en place aujourd'hui avec les contextes, mais aussi les épreuves qu'on rencontre. Parce que économiquement, on le sait, l'institution de l'école n'est pas la seule impactée, que ce soit la santé, la justice, l'éducation, on manque de moyens. Donc, comment on fait? Parce que quand j'interroge les jeunes, je leur dis, c'est quoi pour vous l'école idéale? Madame, il y a une piscine, il y a des escalators, la cantine, c'est super bon. Et donc, bien sûr qu'on a des idées parfois mirobolantes. Je ne pense pas que c'est tant une question de moyens. Pour moi, c'est une question de posture, ça va être une question d'adulte. Pour moi, l'école idéale, c'est là où des adultes sont heureux d'enseigner et où la joie, elle prime. Donc les enfants, ils sont contents d'aller à l'école, les adultes, ils sont contents d'enseigner. Et du coup, j'ai envie de dire, peu importe où est-ce qu'on la construit, c'est plutôt comment on apprend à se construire nous. Parce qu'en fait, on fait tous face à des épreuves, on fait tous face à plein de choses et c'est normal qu'on interroge aujourd'hui le comment bien vivre. Par contre, il faut que les adultes puissent commencer à cheminer. Pour moi, c'est vraiment ce qui va être important aujourd'hui. Les jeunes, notamment les adolescents, traversent des épreuves qui sont difficiles et on a parfois des adultes qui ne sont pas capables de leur répondre. Du coup, si eux n'ont pas la bouée de sauvetage, adulte, viens, je vais t'aider, on est en train de perdre nos futures graines qui pourraient construire ce renouveau. Donc pour moi, cette école, elle dépend des adultes, bien sûr des jeunes, mais des adultes d'abord qui vont travailler sur eux pour retrouver non pas les moyens financiers ou intellectuels, mais la joie. Parce qu'en fait, une école, ça devrait être un endroit d'abord de jeu et d'apprentissage par la joie, la créativité. J'adore ce proverbe « Il faut tout un village pour éduquer un enfant ». C'est un proverbe africain. Et je crois qu'elle nous ramène à l'humilité de dire « Je ne peux pas éduquer seul l'enfant ». Moi en tant qu'enseignant, moi en tant que parent, moi en tant que peu importe quel éducateur on est par rapport à l'enfant, ça nous rappelle qu'on doit faire ensemble. En fait, le lien, les relations sont ce qui ont toujours fait que l'humanité a évolué. Et ça nous rappelle, par exemple, quand je parle des relations affectives et sexuelles, je dis bien aux enseignants et aux parents, moi les jeunes, ils ne me connaissent pas, ils me voient 1 heure. Et avec eux, je leur dis qu'il n'y a rien qui est tabou. Mais bien sûr, un parent, il pourra arriver, il n'aura pas la même posture. Et en ça, je conseille aux parents, mais partagez. Si vous n'êtes pas à l'aise sur une question pour pouvoir l'aborder avec votre enfant, faites venir quelqu'un. Ne soyez pas seul dans l'éducation de votre enfant. Déjà, vous allez voir
qu'en fait, ça va être beaucoup plus simple pour vous, vous allez vous arrêter de vous mettre de la pression. Et puis en plus, vous allez vous rendre compte que ça va être plus riche pour l'enfant, de voir qu'il y a différentes façons de faire la cuisine, il y a différentes façons de s'habiller, il y a différentes façons de voir le monde et les étoiles et peu importe. Et donc c'est ça que j'aime bien rappeler, c'est déjà nous, se rappeler de c'est pas grave si j'ai raté, parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont bien le faire à ma place. Et puis, attention, je ne détiens pas la clé de l'enseignement, de l'éducation, c'est à plusieurs qu'on fait évoluer les choses. Ça n'a jamais été une seule personne. Donc c'est le collectif qui me paraît indispensable aujourd'hui, notamment parce que je le contacte, je constate, je ne fais la navette entre les écoles, l'institution, les familles, et il n'y a plus de pont, on n'échange plus. Et c'est là où on perd vraiment pour moi une richesse. Les jeunes, ils ont besoin d'échanges, mais ils ont besoin d'échanges qui se rassemblent et pas qui s'opposent. Si on vient dire « qu'est-ce que la maîtresse a dit ?» De toute façon, elle a tort. Déjà, le jeune, il est en porte-à-faux. On a besoin de se rassembler, on a besoin d'œuvrer collectivement et du coup, de se rencontrer. Je sais qu'il y a une défiance envers l'école. Je sais aussi que les enseignants, parfois, ils ont de nombreux procès de parents qui leur mettent une pression à cause des programmes scolaires et autres. Encore un enseignant me disait on n'a pas pu les faire une sortie en ville parce qu'un parent nous disait qu'ils allaient être en retard sur le programme scolaire à 3 ans. Et donc, il y a une espèce d'incompréhension de, en fait, qu'est-ce qu'éduquer un enfant? Et si on est tous d'accord sur il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il maîtrise aussi ses émotions, qu'il soit en lien avec ce qu'il est, son corps, ce qu'il aime. Si on est d'accord avec ça et qu'on fait un peu passer après, et ça je sais que tout le monde ne sera pas OK, mais le développement intellectuel qui a pris beaucoup trop de place, en fait on se rend compte qu'on est tous d'accord. Prendre soin, on a envie. C'est juste qu'il faut du coup échanger et parler et peut-être laisser de côté des choses qui sont liées à la performance et qui n'ont pas aidé les jeunes jusqu'à maintenant. Ça fait 15 ans que j'interviens dans les collèges et lycées, donc en tant qu'intervenante sur différentes thématiques, ça peut être les discriminations, le harcèlement, les émotions, la créativité. Et à chaque fois, soit je les fais poser des questions en amont, de manière anonyme, soit ils me les posent en classe. Et je trouve ça, j'en ai fait un livre parce que pour moi, ça dit de où est-ce qu'on en est. Pour moi, les ados disent, c'est comme une cocotte minute. Ils sifflent, ils crient aujourd'hui ce qu'on n'a pas envie de dire dans le monde. C'est une alarme. Ça nous dit, ah bah là, ça chauffe. Et par exemple, il y a Madame, à quoi ça sert de vivre finalement, puisqu'on meurt à la fin. Il y a cette quête de sens qui nous dit, Madame, de toute façon, le soleil va exploser et la terre avec. Alors à quoi bon ? À quoi bon rêver? Et c'était une conférence qu'on faisait. Il y avait 153e qui étaient rassemblés. On parlait de nos rêves. Et c'est vraiment un jeune qui nous a dit « Je ne suis pas en capacité de rêver, je ne vois pas l'intérêt ». Ça, c'est des questions, à mon sens, qui n'existaient pas avant. J'ai vu une évolution dans mes interventions. J'ai vu une évolution dans les questions des jeunes. Et ces questions-là, elles viennent nous dire « La jeunesse a besoin de sens. La jeunesse a besoin qu'on s'arrête et qu'on les écoute et qu'on arrête de passer le journal des mauvaises nouvelles à 20h et qu'on réinterroge le qu'est-ce qui se fait de bien dans le monde parce qu'il y a énormément de choses qui se font de bien. Et finalement, quand on dépasse leurs peurs qui sont normales, l'éco-anxiété, c'est une réalité. J'entendais même quelqu'un qui me disait c'est normal d'être anxieux parce que en fait la Terre va mal. Non. Il y a dans un podcast qui nous disait mais si on aime la terre, on devrait être en joie, l'honorer, semer. Je pense qu'il faut la cultiver la joie, mais il faut quand même récolter ces questions d'ados, ces craintes pour pouvoir les dépasser. Et donc les réapprendre à rêver avec eux. Souvent je leur raconte l'histoire du colibri de Pierre Rabhi, une légende amérindienne que nous a rapporté Pierre Rabhi, et je leur dis vous êtes chacun des colibris. Chacun, vous avez une petite goutte d'eau. Et ils me disent, mais madame, du coup, c'est quoi notre goutte d'eau? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde? Il y a vraiment cette impuissance. Et c'est, partez de votre joie, partez de ce que vous aimez. Et je crois que on peut me demander de venir parler de fromage, d'émotions, de sexualité. À la fin, on parle quand même de comment on fait corps ensemble, comment on fait en sorte que l'humanité avance, comment on se trouve une place dans ce monde, comment on redonne du sens. Donc, les questions des ados, alors là, je vous en ai donné des softs, mais parfois c'est Madame, comment on réagit à un viol? Madame, comment on gère nos émotions quand on a des crises d'angoisse et qu'on ne sait plus respirer? Donc, vous voyez, alors elles ne sont pas toutes négatives, mais quand même, il y a un mal-être et ils viennent nous dire où est-ce qu'on peut les poser. Il manque d'espace aujourd'hui, de liens. Les réseaux sont là aussi pour nous dire, attention, c'est pas anodin que les jeunes posent à ChatGPT ce genre de questions. Il faut que les adultes se réveillent et se disent, en fait, il va falloir qu'on échange. Et comment on va échanger sur quelle thématique? Il faut ouvrir des espaces à l'école, dans les familles, lors d'ateliers, de conférences, peu importe, mais qu'on ouvre des espaces où on se rencontre, adultes, enfants, grands-parents, peu importe. Il y a énormément de dérives, mais de plus en plus que je constate, alors c'est lié au réseau, beaucoup. Donc ça fait 15 ans que j'interviens et chaque année je découvre des modes,
Donc là, il y avait les nudes. Les nudes, c'est on se prend en photo nue. Souvent, c'est un couple. Un garçon va dire à la fille, si tu m'aimes, envoie telle partie de ton corps. Et elles me disent, mais madame, du coup, si je lui envoie pas, il va dire que je l'aime pas. Et donc, on doit parler de la notion de consentement, mais aussi, après, moi, ce que je leur explique, c'est, je suis désolée, mais on ne peut pas vous protéger. Aujourd'hui, la société, moi, j'ai discuté avec une commissaire de police qui disait, une fois que c'est en ligne, on ne peut rien faire. Donc, je suis obligée de leur dire, il va falloir que vous vous responsabilisiez, que vous soyez vigilants, que vous en parliez autour de vous à des gens de confiance pour vous conseiller. Mais votre corps est précieux. Rien ne demande à ce que vous fassiez des choses que vous ne ressentez pas juste pour vous. Mais ça veut dire une réflexion, ça veut dire d'échanger. Et on a souvent des jeunes en général qui ne vont pas bien, qui n'ont pas confiance, qui sont un peu isolés, qui vont faire des choses qu'ils vont regretter. Donc le harcèlement dû au harcèlement en ligne, ça peut être aussi, il y en a plein, sur allez, on se retrouve tous à une fête, action ou vérité, on lève le t-shirt et puis il y a une photo qui fuite. Et après, alors dans les cas les plus extrêmes, ça finit par des suicides de jeunes parce que... Là où j'alerte les parents, c'est que beaucoup disent de toute façon, il ne s'agit pas de mon enfant, il n'y aura pas les réseaux, etc. J'invite juste à dire pas votre enfant fait ça, mais discutez-en avec lui. Ouvrez l'espace pour qu'il puisse poser des questions, pour que s'il a vu une photo qui le dérange, il puisse vous en parler. Établissez le dialogue. Parce qu'en fait, dans le bus, à la cour de récré, tout ça circule. Les réseaux, maintenant, c'est plus à l'intérieur, c'est partout. Donc, il y a cette thématique des réseaux et du harcèlement. Je n'ai pas parlé de la pornographie, mais évidemment, j'y pense. Quand j'interviens, on parle avec eux et il y a presque une norme derrière. Donc, je suis obligée de rappeler qu'on marchandise le corps des jeunes filles, des femmes surtout, et qu'il est important de discuter de ça et de voir que ce n'est pas la réalité. Donc, avec les jeunes filles, il y a peut-être une conscience qui est un peu plus aiguisée là-dessus, les garçons moins. Donc, il y a vraiment une importance de parler de tout ça. Et à la fin, moi, c'est aussi ce que je constate maintenant quand j'interviens dans un collège ou un lycée. Je crois que systématiquement, maintenant, on me parle d'un suicide de jeune qui a eu lieu dans l'année ou l'année précédente. Donc, il y a la santé mentale qui devient un sujet, pour moi, qui devrait être prioritaire aujourd'hui en France. Et les adultes doivent se mobiliser parce que si les jeunes vont mal, c'est que les adultes vont mal. Et je ne pense pas qu'on puisse se dire, notre santé mentale à tous, on est un des pays qui prend le plus d'antidépresseurs. Et moi, la joie, c'est le terreau de ce que je fais. Et je vois bien que les adultes peinent, sont en peine, cherchent. On a soif et faim de sens et de joie. Et il y en a qui meurent parce qu'on l'a pas. Donc en fait, c'est plus « Oh mais non, mais c'est cool Hélène, t'es un peu bisounours ». Non, c'est que ça devient une nécessité que de trouver le sens pour le donner aux jeunes. Sinon, nos jeunes meurent. Aujourd'hui, j'ai écouté des informations, ils disaient on est en train de créer une catégorie pour les jeunes de 10 ans qui se suicident. 10 ans. Parce que ça devient une mode, parce qu'ils n'ont pas su en parler, parce que ce monde part un peu en cacahuète et qu'on n'arrive pas à mettre des mots et que ça fait vendre la peur. Ça fait vendre l'angoisse. Et du coup, on met ça en avant, au lieu de parler de toutes les choses extraordinaires qui se font dans le monde. Donc, il y a vraiment... J'alerte parce que souvent, quand je parle un peu de ce que j'ai vu dans les écoles, les gens me disent « Ah, Hélène, on n'a pas du tout conscience. » Et donc, tout le monde ne peut pas intervenir dans les écoles. Par contre, tout le monde peut tendre une main, commencer et discuter d'un sujet, ouvrir des débats et juste voir comment ça va. Encore ce matin, j'étais dans une intervention et je leur disais, le ça va, il est tout gris. Si jamais j'allais pas bien aujourd'hui, je vais pas dire ça va pas du tout. Mais par contre, essayez quand même. En maternelle, maintenant, on essaye. Je me sens un petit peu anxieux. Ah, aujourd'hui, je suis un peu triste. Voilà. Rediscuter un petit peu, revenir au plus proche de nos émotions, au plus proche du corps. On est humain, on n'est pas des robots. Et je crois qu'il faut... Les dérives seraient on devient un monde de machines, sans émotion, sans sentiment, sans échec. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont peur d'échouer, ils ont peur d'être humains. C'est terrible. J'ai contribué à l'écriture d'un ouvrage qui s'appelle « Devenir femme » dans lequel on a essayé de mettre par écrit tout ce qu'on partage dans un parcours qui s'appelle « Graines de femme ». Donc ça s'adresse à des jeunes filles et on s'est dit, c'est pas du développement personnel, c'est pas une retraite spirituelle, c'est comment j'allie légèreté et profondeur pour interroger le être femme dans un monde qui, globalement, va rabaisser les femmes. Aujourd'hui, on a des jeunes filles qui ont honte d'être femmes, qui n'éprouvent aucune joie à le devenir et qui vont se cacher ou vivre le harcèlement de rue ou sexuel de manière hyper violente. C'est justifié, je veux dire, quand on entend tout ce qu'elles reçoivent. Donc, dans ce livre, on a essayé de partager sur, déjà, apprends à te connaître. Apprends à te connaître toi. Et puis, apprends à connaître ce qui t'anime. Et puis, le être en lien pour après trouver ta place dans la société. Avec ce livre, maintenant, j'interviens dans les classes pour
parler aux jeunes filles. Donc on essaye vraiment, avec les équipes pédagogiques, de créer des interventions qui sont justes, c'est-à-dire quand j'interviens dans une classe mixte, pour parler d'amitié, d'amour, je n'entends quasiment que les garçons. Et du coup, avec les équipes pédagogiques, on dit toujours il nous faut des classes non mixtes dans lesquelles moi je puisse intervenir, avoir les jeunes filles, et là, on va pouvoir échanger. Et c'est lors de ces heures, 2 heures qu'on a en petit groupe, où en fait on a des échanges qui sont hyper précieux sur les règles. Pourquoi avoir honte de ce qui se passe dans notre corps, de comment moi je fonctionne, comment fonctionnent mes émotions, et pourquoi, madame, j'aime pas mon corps, et comment j'arrive à appréhender ce corps, et la beauté, et ensuite l'amitié, les garçons. Je crois vraiment qu'il y a un besoin de parler. Je crois vraiment aussi que, en tant que femme, je vois que la responsabilité qu'on a, plusieurs fois j'ai vu, si les femmes ont honte d'être femmes, c'est aussi ce qu'on transmet aux jeunes filles. De tout temps dans les civilisations, il y a eu une transmission. Alors les garçons aussi, hein, ils vont faire les rituels, ils vont tuer le lion, et on manque de rituels aujourd'hui. Le rituel des règles, on devrait en parler, et souvent avec les secondes, on revient sur c'était quoi vos premières règles et comment vous les avez célébrées. Et parfois, il y en a qui me disent, madame, moi j'ai reçu une baffe. Ça fait partie d'une tradition. Il y en a qui ont pu en parler à personne. Il y en a, c'était un traumatisme. Et parce qu'on en parle, tout d'un coup, c'est comme si on libérait une tension et il n'y a plus rien. Et on en finit. J'ai eu plein de fous rires dans les classes. Surtout, à la fin, elles viennent me poser des questions. Est-ce que c'est normal et comment on fait? Et surtout, moi, je leur dis, je préfère que vous me posiez les questions à moi ou à quelqu'un d'autre plutôt que vous alliez chercher sur Internet ou alors interroger un robot sur des choses qui ne sont pas réelles. Posez-nous des questions. Donc, c'est rétablir le dialogue, ne plus avoir honte. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agressions sexuelles, verbales, que ça soit... on sexualise énormément notre société et du coup on le retrouve aussi auprès des jeunes globalement, mais aussi auprès des jeunes filles. Donc quand on parle finalement, on a parlé beaucoup d'agressions dans les transports récemment, parce que ça soit des... En fait, je leur faisais prendre conscience que rien ne devrait être acceptable à partir du moment où ça les agresse. Et on parlait de ça et je leur disais, qui n'a jamais entendu un salope dans la rue? Qui n'a jamais eu un regard dérangeant? Ils font, ah mais ça madame, c'est rien. Si on se dit que c'est rien, ça veut dire qu'on banalise les agressions. Donc avec elle, c'est juste reprendre le temps de relire notre histoire, relire ce qui se fait et comment j'arrive à me respecter. Donc c'est ouvrir la parole, elle me pose toutes les questions qu'elles veulent sur la sexualité, le corps, l'amitié, l'amour. Madame, comment on sait qu'on est amoureux? Comment c'est la première fois, etc. Et ensemble, on essaye aussi de reprendre confiance en disant, il n'y a rien qui est pressé. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai une question. Madame, est-ce qu'on doit avoir fait l'amour à 11 ans? Il y a une espèce de culte à la performance. On revient mettre les bases et je me rends compte. Donc souvent, j'ai un collègue masculin qui fait la même chose avec les garçons. Et c'est de dire, échangeons, posons des questions et surtout, respectons notre corps et qui on est. Et arrêtons de vouloir faire ce que les autres font et de se comparer en permanence. Mais là, pour moi, c'est les femmes. Mais je dirais à des collègues où il y a la même transmission à faire auprès des garçons. C'est juste qu'en tant que femme, je me rends compte de ma responsabilité que de transmettre. Et je vois à quel point on fait du bien dans nos parcours et dans nos livres. Il y a vraiment une importance de transmettre. Transmettre sur le féminin, sur la joie d'être femme et non plus le « j'ai honte et j'ai envie de me cacher, j'aimerais pas être femme » parce que non, c'est une merveille. Mais juste... Donc voilà, c'est toujours pareil, je vais en revenir à chaque fois pareil, c'est comment je redonne de la joie sur différents thèmes. Et sur le être femme, le être qui on est profondément, ça me passionne.